Bonjour Sabrina, Bonjour. ravie d'être là en ligne avec toi aujourd'hui pour cette interview. Tu es biologiste et naturopathe fonctionnel et tu proposes une masterclass le 20 janvier prochain, donc en 2026, pour comprendre ce que sont les problèmes de thyroïde et pour nous expliquer plus globalement finalement une approche fonctionnelle des troubles thyroïdiens. Donc on a hâte d'en savoir plus et tout d'abord pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que Mm. tu peux commencer par te présenter? Oui, bien sûr. Bah, et déjà, merci aussi de m'avoir proposé cette invitation à partager tout ce que je sais sur le sujet de la thyroïde. Voilà, c'est vraiment un sujet passion. Et donc voilà, déjà, je voulais te remercier pour ça. Et donc maintenant, alors moi, qui je suis? Donc moi, je m'appelle Sabrina Deschamps. Donc aujourd'hui, je suis naturopathe avec un bagage effectivement en biologie. Donc moi, en fait, j'ai toujours aimé étudier le vivant depuis très très jeune. En fait, dès que je suis rentrée au lycée, j'ai tout de suite choisi des filières biologie. J'adorais ça, faire comprendre la cellule, comprendre plein de choses et tout ça. Donc j'étais à fond là-dedans. Donc je suis allée jusqu'aux études d'ingénieur pour être ingénieur en biologie et être biologiste. Et donc après, bah, j'ai travaillé rapidement. J'ai travaillé dans des labos de recherche. J'ai travaillé aussi bien sur les plantes que dans le domaine de la santé. Et donc ça a duré 7 8 ans. Ça a duré ouais, 7 ans. Et j'ai fait pas mal d'entreprises différentes. Donc dans le sud de la France, j'ai bossé après beaucoup plus sur des thématiques santé, sur des développements de tests pour mieux comprendre certaines maladies ou mieux les diagnostiquer, des choses comme ça. D'accord. Et après, il me manquait quelque chose en fait dans le milieu de la science, de la santé. J'avais besoin de toucher un peu plus les gens et d'apporter plus de concret aussi au monde. Donc c'est vrai que à travers l'entreprise, je m'y retrouvais plus. On se retrouve vite à travailler sur des gros projets, des choses qui nous sortent un petit peu un peu du réel en fait, du plancher des vaches, comme j'aime bien dire, et j'avais envie de retourner au plancher des vaches, et donc d'être au contact des gens, en fait. Ouais. Donc, en parallèle, moi, je m'intéressais aussi à ma santé à moi, à ma santé mentale, parce que mentalement, je ne m'y retrouvais plus aussi en entreprise. La place de l'humain, l'hygiène de vie, les choses comme ça, le fait d'être pressé parfois comme un citron, selon le travail que les travaux que j'ai pu faire sur les entreprises dans lesquelles je suis allée, m'a forcé à m'intéresser à qu'est-ce que je voulais dans la vie et qu'est-ce que je voulais vraiment et surtout tout en me préservant. Donc, petit à petit, je me suis intéressée au fait de mieux manger, à prendre soin de moi, etc. Et après, j'ai appris que ça avait un nom. Ça s'appelait la naturopathie. Et Ouais. donc, d'ailleurs, j'aime bien dire que la naturopathie, c'est un nom, ça reste un nom, une étiquette. Mais au-delà de ça, pour moi, c'est plus une philosophie de vie. Mm. Au début, on pourrait se dire naturopathie et science, ça va pas ensemble parce que ça arrive encore des gens qui me disent, wow, mais ça a complètement changé de travail. Mais en fait, j'ai jamais autant utilisé la science en étant naturopathe que quand j'étais ingénieure. Clairement, je me suis jamais autant plongée dans le corps humain et dans la cellule qu'aujourd'hui. Donc voilà, ça m'a amené à être naturopathe. Mais moi, dès le départ, j'ai vu que on ne pouvait pas dissocier les deux. Pour moi, un bon naturopathe, c'est un naturopathe qui sait maîtriser la science du corps humain, du vivant, pour justement pouvoir adapter ces outils qui seront différents des outils de la médecine classique. Et c'est OK, c'est complémentaire. Mais vraiment, voilà, pouvoir utiliser correctement ces outils naturels ou sa compréhension ou une alimentation. Et c'est là où la notion de fonctionnel, on va dire, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de naturopathie fonctionnelle. Moi, je dirais que la différence, c'est que on va chercher un peu plus loin en termes d'effets sur la biochimie des gens, sur la biologie des gens, des aliments, des compléments alimentaires. Il y a un peu ce côté un peu plus poussé, je dirais. Mais après, le reste, ça reste de la naturopathie finalement, parce qu'il y a des choses qui sont dites dans le milieu de la santé fonctionnelle qui ressemblent beaucoup au concept de la naturopathie. Donc, c'est vrai que parfois, on peut un peu se mélanger.
Mais on va Mm. dire que c'est vraiment, voilà, moi, quand je me suis formée en nutrition fonctionnelle, après m'être formée en naturopathie, ben, la nutrition fonctionnelle, c'est juste les aliments, les molécules qu'il y a dans les aliments, qu'est-ce qu'ils vont faire dans le corps humain, dans l'intestin, etc., où on va vraiment pousser jusqu'aux réactions biologiques qui vont se passer. Voilà, pour moi, c'est ça le côté fonctionnel et que D'accord. c'est pas c'est pas quelque chose qui est une médecine. Parce qu'on pourrait croire que c'est que les médecins, mais en fait, la notion de santé fonctionnelle, elle est pour tout le monde. C'est un concept en fait, plus qu'une Oui. voilà, c'est un concept et une manière d'approfondir. Donc voilà, c'est comme ça. J'étais en 2019 naturopathe. Après, j'ai affiné parce que ben, je voulais affiner un peu plus. Et petit à petit, avec la période Covid, je suis tombée aussi sur des vidéos qui parlaient de santé fonctionnelle et ça m'a donné envie de me former parce que ben, je retrouvais un peu mes molécules, je retrouvais un peu ce côté biochimie. Donc, ça fait un peu maso parce que c'est vrai que quand on n'est pas trop là-dedans ou quand on n'a jamais connu la science, on peut se dire bah, il faut aimer. Mais en fait, voilà, c'est la manière dont c'est transmis qui fait que ça rend compliqué ou pas. Mais voilà, moi, du coup, j'avais envie de replonger là-dedans. Et vraiment, ce que j'avais appris dans le passé de manière très descriptive, et ben là, je l'avais de manière appliquée, en fait. Tu vois, par exemple, bah, je crois que même quand on n'a pas fait de filière biologie, on a tous un peu entendu parler de la glycolyse, l'utilisation des glucides, le cycle de Krebs, des trucs hyper, enfin, qu'on apprend par cœur et qu'on oublie dès qu'on a terminé nos études. Ben, là, on comprend mieux au niveau concret à quoi ça sert et en fonction des conseils qu'on va donner, ben, au niveau alimentaire ou au niveau micronutrition, ben, comment ça va impacter certaines phases de notre biologie. Et en fait, comme on comprend ça, ben, on le retient aussi finalement. Donc voilà, bref, donc j'ai fait ça. Voilà. Donc ça, c'est mon parcours. Et donc, ça fait donc maintenant presque, ouais, ça fait 6 ans donc, que je pratique en tant que naturopathe. D'accord. Ouais. Donc, tu as ton cabinet, mais je Alors, crois que donc, tu fais des consultations en tant que naturopathe fonctionnel avec ce bagage biologiste, donc qui est quand même un axe scientifique qui permet justement d'aller loin dans cet aspect fonctionnel. Mais je crois que tu fais d'autres choses à côté en plus. ouais, alors pour la partie consultation, aujourd'hui, je fais à 100% à distance, en visio. D'accord. Bon, c'est un choix que j'ai fait pour toucher les gens différemment. J'ai des gens vraiment de partout. Et c'est aussi parce que bah, je suis amenée à me déplacer et donc j'ai fait ce choix-là. Donc, j'ai pas de cabinet physique, mais par contre, je reçois tout le monde d'où il veut. Et à côté, effectivement, donc au cours de mon parcours de praticienne naturopathe, j'ai fait beaucoup de choses à côté parce que j'ai jamais fait 100% de consultation parce que j'ai toujours aimé le partenariat, la collaboration pour diversifier mes apprentissages et avoir quelque part créé aussi de l'humain parce que c'est pas que j'aime pas être toute seule, c'est que au contraire, j'aime bien avoir un peu des deux, un peu de solitude et un peu de partenariat. Et donc, j'ai enseigné dans des écoles de naturopathie en présentiel. J'ai fait pas mal de choses. J'ai travaillé avec des pharmacies, j'ai travaillé avec plein d'entités différentes. Et le côté formation, enseignement, c'est vrai qu'il est vite ressorti comme quelque chose qui me plaisait pas mal. Parce que je pense que naturellement, j'aime bien expliquer les choses. Et jusqu'à maintenant, les gens ont l'air de comprendre ce que j'explique. Donc, donc, bon, je me dis, c'est qu'il y a quelque chose quand même à creuser là-dedans, dans le fait de partager et de transmettre. Et donc, je me dis, bon, voilà. Et c'est pour ça, quand vous m'avez contacté, toi et David, je me suis dit, ah, bah, c'est chouette, ça va être vraiment, enfin, voilà, c'est peut-être pas pour rien et que il y a des choses à faire là-dedans. Et donc, pour revenir à ce que je fais en plus, donc, effectivement, je travaille aussi, donc j'ai travaillé avec plusieurs écoles de naturopathie. Et là, je travaille avec une autre école de naturopathie qui travaille à distance, qui s'appelle Naturanéo. Et donc, je m'occupe de la pédagogie. En fait, la partie pédagogique. Et justement, ça me plaît bien. Et justement, en plus, au bout de plusieurs années de pratique,
d'expérience, de haut, de bas, parce qu'on connaît tous des hauts, des bas. Et ben, ça me permet en fait de quelque part déjà transmettre des choses aux élèves, les préparer le plus possible en fait justement au terrain et au réel, parce qu'on a connu ça avant. Et donc, bah, leur donner tout ce qu'il faut pour bah, peut-être que le process se passe plus vite pour eux. Et voilà. Et Donc, dans les meilleures conditions aussi, parce que c'est vrai que ouais, quand on est passé par là, on a l'expérience. Et pouvoir justement transmettre ce qu'on a compris et les erreurs qu'on a faites et les leçons qu'on en a tirées, c'est quand même précieux pour ceux qui vont suivre un peu ce chemin. ouais, Et ça s'inscrit complètement dans cette lignée de transmission et de partage. C'est génial. c'est ça, voilà, parce que Ouais. c'est vrai que moi, jusqu'à maintenant, j'étais plus enseignante et je transmettais un contenu, en fait. Et là, le fait de transmettre ce qu'il y a autour, c'est encore mieux, je trouve. Voilà. Et vraiment, les deux sont indissociables. Parce qu'on peut avoir la tête bien pleine, on peut aller dans la meilleure école du monde. Après, c'est comment nous, on va l'utiliser en fonction de bah, notre perception du monde, de soi-même, comment on va se développer nous et qu'est-ce qu'on va en faire, en fait. Et donc, ça, parfois, il y a des lacunes par rapport à ça. Donc, c'est vrai, ce côté plus pédagogie, presque du coaching, finalement, va faire que, voilà, on devient en tout cas, on essaie de les faire devenir le plus rapidement possible des thérapeutes, des praticiens vraiment complets, j'ai envie de dire. Voilà. Et alignés le plus possible avec ce qu'ils ont envie de donner après derrière au monde, ce qui n'est pas toujours facile à Absolument. définir. Mm. Oui, oui, oui. Ça se fait sur le temps et Oui. avec les avancées que l'on a, les étapes que l'on Mm. franchit, c'est là où justement on affine et on affine bien ce que l'on Mm. veut atteindre. Donc, Ouais. c'est super. Et donc, dans cette lignée de partage, de transmission, donc, tu vas proposer donc, cette masterclass le 20 janvier. Ouais, c'est ça. Ouais, le 20 janvier 2026, donc à 19h30 pour 2 heures environ. Oui, c'est ça. J'ai plus en tête, mais c'est ça. On Ouais, s'était ouais, dit ouais, deux c'est heures, ça. ouais. Ok. Est-ce que du coup, Ouais, tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, il y a le programme détaillé sur notre ouais. site orthomoléculairacademy.com, mais c'est sympa aussi d'avoir ta vue générale, tes mots comme ça et nous expliquer un petit peu le contenu de la masterclass, le fait aussi que ça s'adresse à toute personne, que ce soit des personnes concernées par les troubles thyroïdiens ou des praticiens comme des médecins, des thérapeutes ou autres. Euh, Qu'est-ce que ces personnes qui vont participer à la masterclass vont apprendre, vont comprendre et quel va être cet enseignement? Ouais. Alors bah déjà pour commencer, c'est vrai qu'on peut se dire mais comment une masterclass peut être à la fois accessible au grand public et à quelqu'un qui est praticien de santé ou de santé naturelle. Moi j'aime bien dire que personne n'est bête et plus le temps passe et moins je fais la dissociation parce que en fait je me rends compte que tout le monde est capable de comprendre quelque chose autour de la thyroïde et je le fais beaucoup en consultation. Ça va dépendre de la manière dont on va le transmettre, en fait, qui va énormément changer les choses. Oui, Mais, et à force justement de pratiquer en consultation, moi, en fait, je passe du temps à expliquer pourquoi je donne des conseils aux gens, quitte à passer moins de temps sur d'autres choses. Mais voilà, j'aime bien vraiment que la personne comprenne pour adhérer. Et ben, ça va être un peu l'idée aussi de la masterclass, c'est-à-dire que clairement, euh, pour moi, tout le monde peut y participer parce que, en fait, les notions qui vont être abordées, oui, on va rentrer dans comprendre à fond la thyroïde, comment elle fonctionne et comment elle peut être déréglée et comment on peut la soutenir. Mais disons que la manière dont je vais l'expliquer va être totalement compréhensible, qu'on soit praticien ou pas. Mais ça ne veut pas dire que ça va enlever de la substance en termes de contenu pour quelqu'un qui est déjà thérapeute, par exemple, ou naturopathe, parce que moi, je ne ferai pas de rétention d'informations parce que je vais me dire, ah, c'est trop compliqué, etc. Je ferai en sorte de l'expliquer pour qu'il soit voilà, que l'info soit facile à comprendre. Ça, c'est donc une chose. Et donc, oui, alors la thyroïde, en gros, comment je vais vous en parler? Donc, le but, c'est d'avoir vraiment, ça passe par la compréhension. Parce que quand on a la compréhension, on sait quelle stratégie on va mettre en place. Donc, alors oui, il peut y avoir des stratégies de base
mais on se rend compte petit à petit que c'est difficile d'appliquer le même protocole pour tout le monde. Et donc, voilà, je sais que voilà, il y a parfois aussi des attentes d'avoir des protocoles, mais l'idée, c'est de développer aussi son esprit critique. Et je vais essayer aussi de partager ça à la masterclass, que ce soit pour soi-même, ou des gens de sa famille, ou pour les personnes qu'on a en consultation. Donc, globalement, on reprendra la thyroïde, en gros, les fondamentaux, à quoi elle sert, comment les réguler, etc. Et surtout, les maux qu'elle peut vivre, et derrière, comment s'en occuper. Et en fait, ce que je voudrais montrer à travers cette masterclass, c'est que quasiment à 100%, enfin presque 100%, la thyroïde n'est qu'une victime souvent de d'autres dérèglements. Donc, et montrer qu'en fait, en général, on vient avec une étiquette problème de thyroïde et la personne, elle repart tout le temps avec un programme qui ne cible pas du tout sa thyroïde. Ou alors, si, pour la soutenir, le temps que le reste va mieux. Voilà. Aille mieux, pardon. Le temps que le reste aille mieux pour vraiment apporter ben, un soulagement, un apaisement, parce que ben, la personne, elle vient aussi pour aller mieux et que malgré qu'elle soit consciente que ça prenne du temps, qu'elle ait quand même un mieux-être en parallèle, mais le but n'étant pas de faire de la... Je veux pas partager les choses comme une sorte de médecine verte qu'on ferait, voilà, bah, si vous avez une hypothyroïdie, prenez cette plante-là. Non, c'est pas ça. L'idée, c'est vraiment de travailler un peu plus en finesse, en profondeur. Donc, en tout cas, sur ces 2 heures, je vais faire en sorte de véhiculer ce type de message-là. Donc, je sais pas si tu veux que je rentre plus dans les détails du contenu ou plus du plan. Je sais pas comment tu veux faire. Bah, là, c'est super intéressant parce que tu nous Ouais. as donné une vue générale. Donc, effectivement, Mm, rentre un petit peu plus dans le détail, tu vas forcément mentionner, alors tu dis que la thyroïde est souvent une victime, donc en fait c'est un messager du corps quelque part. Et comment elle s'exprime? J'imagine que ça, de toute façon, ce sont les différentes pathologies dont tu vas parler. ouais. Il y en a qui sont peut-être plus connues que d'autres parce qu'on en parle peut-être plus dans les médias de manière générale. Mais voilà, j'imagine que tu vas parler des différents troubles existants, Oui. des symptômes, comment les reconnaître. Ouais. Et peut-être aussi comment différencier, parce que ces symptômes-là peuvent être aussi communs avec d'autres pathologies qui ne sont pas liées à la thyroïde. Donc, ça va être un peu, voilà, avoir cette capacité de prise de recul, Ouais. d'auto-analyse, et du coup, voilà, Mm, c'est ça. qu'est-ce que tu ferais toi comme Ouais. proposition en tant que thérapeute, en tant qu'experte, justement, dans les troubles de la thyroïde? Oui. Oui, oui. L'idée, c'est d'apporter vraiment des clés sur ce qu'on rencontre le plus souvent. Donc, c'est vrai que donc, dans les problèmes thyroïdiens, on a en gros 2 sortes. On a les hyperthyroïdies et les hypothyroïdies. Donc, la thyroïde, hein, c'est un peu c'est le moteur de l'organisme. Et donc, quelqu'un qui est en hypothyroïdie, c'est quelqu'un qui va être plus au ralenti globalement, mais à tous les niveaux, que ce soit au niveau mémoire, concentration, digestion, régulation de la température, régulation du transit, tout est ralenti. Et même la vitesse de la circulation du sang, les battements du cœur. Et à l'inverse, quelqu'un qui est plus en hyperthyroïdie, en fait, a une thyroïde qui est suractive. Et donc là, tout va être surélevé. Donc, on va avoir des bouffées de chaleur, alors que la personne qui est en hypothyroïdie va avoir plutôt froid, même quand il fait chaud. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est quelqu'un qui va être un peu plus nerveux, alors que la personne hypothyroïdienne a plutôt tendance à avoir parfois peut avoir une tristesse de fond ou être plus sensible à certains événements de la vie qui vont la rendre triste, alors que l'hyperthyroïdienne, ça va pas la rendre triste, mais ça va l'énerver, ou c'est une sorte d'énervement triste. Enfin bon, voilà. Il y a une digestion qui est hyper rapide. Alors, oui, je ne l'ai pas dit, mais c'est le premier truc qui ressort. En hypothyroïdie, on a tendance à prendre plus de poids et en hyperthyroïdie, à en perdre beaucoup. Et D'accord. voilà, parce qu'il y a ce côté accéléré et ralenti des deux côtés. Et ce qu'on rencontre, on va dire, le plus souvent au niveau statistique, donc il y a les hypos, les hyper, mais après, dans les hypothyroïdies, il y a plusieurs causes d'hypothyroïdie, et là, il y en a énormément. Et il y a une cause particulière que je mets un peu à part, mais ce sont les causes auto-immunes, en fait.
Donc les D'accord. causes qui sont liées à une attaque de la thyroïde par l'immunité. Et donc, on arrive petit à petit sur Hashimoto, donc, qui est une forme d'hypothyroïdie très fréquente. Et ouais, c'est très, très fréquent. Alors, en majorité, les femmes, au niveau statistique, voilà. Et, euh, et donc, les formes auto-immunes, il y a une stratégie encore différente à mettre en place. Mais j'ai envie de dire, voilà, l'hypothyroïdie, on peut avoir des hypothyroïdies simplement parce qu'on a des carences. On peut avoir des hypothyroïdies parce que on a eu un burn-out ou une fatigue chronique très importante qui a fait que la thyroïde a ralenti son activité en fait. D'accord. Et en fait, on peut croire que c'est c'est négatif, on perçoit ça comme quelque chose de négatif, mais à chaque fois, en fait, la réaction s'est produite par protection. Le corps, il essaie de préserver l'énergie, en fait. Et donc, quand il y a eu de la fatigue chronique, stress chronique, etc., et ben, ces signaux sont captés par l'organisme et ça conduit à une réduction bah, du catabolisme, de la consommation de l'énergie, parce qu'il y en a déjà plus beaucoup. Donc ça, c'est aussi une cause fréquente d'hypothyroïdie qui est une réaction à un autre dérèglement, en fait. Absolument. Euh, mais en fait, après, plus on creuse et plus tout s'imbrique ensemble. Mais ça peut conduire, une fatigue chronique, un stress chronique peut conduire à des carences en nutriments fondamentaux pour la thyroïde. Donc vraiment, les causes liées à des carences, alors, c'est pas forcément parce qu'il y a une fatigue chronique, c'est simplement parce qu'au niveau nutritionnel, alimentaire, il n'y a pas tout ce qu'il faut. Donc, il y a des carences, ça peut être lié à des problèmes intestinaux parce qu'on n'absorbe pas correctement les nutriments. Euh, dans l'historique, donc, femmes touchées par les problèmes d'hypothyroïdie, après, une bonne proportion ont Hashimoto. Et en fait, on se rend compte que ça s'est révélé. Je ne dis pas que ça s'est déclenché à ce moment-là, mais ça s'est révélé souvent, parfois chez certaines femmes après une grossesse ou une deuxième grossesse parce qu'il se passe des choses au niveau de l'immunité, au niveau des carences, qui vont s'accentuer suite à une grossesse. Et l'immunité est modifiée pendant la grossesse. Et donc, on peut avoir une vulnérabilité au développement de maladies auto-immunes après une grossesse. Donc, bon, Ah oui. voilà, c'est plein de mécanismes comme ça. Et à chaque fois, ben, à chaque fois, la thyroïde, elle subit ça, en fait, parce qu'elle, elle n'a rien demandé. Elle n'a Ouais, rien ouais, ouais. demandé, à part si on lui a mis des radiations ou des trucs directement. Mais Ouais. en soi, c'est à chaque fois une réaction. Donc voilà, ça reste voilà, des exemples où on se rend compte que il y a souvent quelque chose sous-jacent. Et c'est ça que je voulais dire. C'est que un autre exemple, les régimes à répétition, parce qu'en hypothyroïdie, on prend du poids. Il y a un cercle vicieux qui s'installe, c'est qu'on veut naturellement réduire les calories. Et en fait, la réduction calorique est une cause d'hypothyroïdie. En tout cas, quand on a fait des régimes à répétition, le corps, il vit ça comme une famine. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réduire l'activité thyroïdienne parce il a pas ce qu'il faut pour carburer. Donc, hop, hop, hop. Et je ne veux pas mettre les personnes qui ont de l'hyperthyroïdie de côté, parce que c'est vrai que souvent on en parle moins, mais c'est vrai que petit à petit, les gens commencent à savoir un peu ce que je fais. Et il y a aussi pas mal de personnes qui ont des problèmes d'hyperthyroïdie. Et en fait, celle qui revient quasiment très souvent aussi, c'est également la forme auto-immune qui s'appelle la maladie de base d'eau où là, on va pas avoir, les anticorps ne vont pas s'attaquer à la thyroïde dans le sens destruction, mais ils vont la suractiver, la stimuler, quels que soient les signaux de l'environnement. Donc, elle est un peu surstimulée en permanence. Et D'accord. donc, c'est ça qui fait qu'on va avoir une dilapidation des réserves. Tout va être accéléré. Clairement, on appuie sur l'accélérateur quand on est comme ça. Mais la cause est liée à un problème d'immunité. Et parfois, on a même des personnes qui ont les deux, Hashimoto et Basdo. Ça m'arrive d'en recevoir. Donc, après, je leur dis, bah, vous savez, c'est pas grave, parce que de toute façon, la stratégie, elle sera la même. Parce que la cause est exactement la même. La Donc, en même. fait, c'est même pour moi, c'est logique. Je me dis, de toute façon, si on a développé des auto-anticorps pour une partie du corps, c'est possible qu'on en fasse pour d'autres à ce moment donné de la vie où l'immunité a été vulnérable. Donc là, une fois de plus, la thyroïde est victime de Hein, quelque chose. Voilà. c'est un peu comme si la thyroïde était un peu
le garde-fou, ou en tout cas le garde du corps, et c'est un peu elle Mmh. qui finalement va agir quand il y a une attaque, quelle qu'elle soit, si on peut appeler attaque, ou alors Alors pas attaque, mais un manque, un un dérèglement dérèglement. autre, ouais, Ouais. hormonal, un dérèglement hormonal ou augmentation des besoins ou diminution des besoins caloriques, enfin ouais, caloriques on va dire pour faire simple. Oui, elle va tout de suite réagir en fait aux variations de l'environnement interne du corps. Et d'ailleurs, ça on en parlera aussi, mais et ça va aussi dans les deux sens. Par exemple, les dérèglements hormonaux féminins, Oui, comme l'excès d'œstrogène, peut conduire à la réduction de l'activité thyroïdienne. C'est-à-dire qu'on a moins d'hormones actives et ça peut être aussi une des causes. Voilà. Et par exemple, à la préménopause, on a une chute de la progestérone. On se retrouve avec beaucoup d'œstrogène de manière relative parce il y a plus de progestérone, donc forcément, il y a plus d'œstrogène. Et on peut se retrouver dans des hypothyroïdies transitoires. Mais là, pour le coup, c'est physiologique oui, parce que c'est la vie. Mais après, ça se règle ensuite. Par contre, et j'ouvre et je ferme la parenthèse sur la partie ménopause, périménopause, mais je trouve que finalement, la périménopause, elle se déroule très différemment pour chaque femme. Et je trouve qu'elle est finalement révélateur de comment était notre vie avant, en termes d'hygiène de vie, mentale, alimentaire, globale, voilà, sommeil, etc. Je trouve que ça révèle vraiment quelque chose qui était peut-être sous-jacent, mais qu'on ne captait pas ou qu'on n'entendait pas. Et je trouve que les grossesses, elles font un peu ça aussi. Parce que bah, tout est fait pour créer la vie, avoir un bébé. Et c'est vrai que si la mère n'est pas nourrie correctement, que les choses sont pas, qu'elle n'est pas accompagnée correctement, et ben après l'accouchement, on va voir les dérèglements sous-jacents finalement qui étaient peut-être déjà là avant. Voilà. Donc j'espère que c'est clair ce que je dis. c'est très clair et super Ouais. intéressant. C'est Mm. là où on se rend compte que vraiment, en fait, tout ce qu'on vit physiquement directement ou alors moralement, psychiquement, tout est un facteur de quelque chose sur nous-mêmes. Qu'on vive un choc, un traumatisme, qu'on ait quelque chose de réellement physique, notre alimentation, en fait, tout notre environnement, tout ce qui nous entoure a un impact sur nous. Et c'est impressionnant de voir à quel point il faut y faire attention, prendre conscience de ça et être à l'écoute de soi. Alors, faut pas basculer dans l'excès de dès que j'ai un petit symptôme, hop, je vais essayer Oui. de comprendre ce qui se passe. Mais bon, je pense que c'est à Mm. partir du moment où ça crée un inconfort sur du moyen terme, qu'il y a quelque chose de régulier qui se passe dans notre corps, Mm. dans nos émotions, quelque chose qui s'installe. Là, je pense qu'effectivement, Mm. c'est intéressant de voilà d'y faire attention, d'être à l'écoute de soi, tout simplement, parce que tout ce qui se passe autour de nous a un impact sur nous. Et la Oui. thyroïde est là pour essayer de réguler tout ça. Donc, ça va être super intéressant. Est-ce que tu veux encore nous parler de quelque chose ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu Mm. veux rajouter pour le contenu de cette Oui, classe? on a tendance à vite rentrer dans le côté biologie, micronutrition, etc. Mais c'est important, ça sera important aussi d'évoquer, donc et je fais en sorte de, un peu, ouais, de le faire. C'est aussi la partie psycho-émotionnelle et stress qui peut déclencher des problèmes thyroïdiens. Parce qu'en fait, il y a une répercussion sur le corps physique, quoi qu'il en soit, c'est connecté. Donc, c'est Ouais, pas juste quelque chose, une vision de l'esprit, c'est que bah, ça rejoint le stress chronique, qui reste ouais, quand même une des causes, la cause des causes, en fait, qui va générer des carences, des dérèglements, des modifications du comportement alimentaire, se tourner vers des choix moins bons pour notre santé. Donc, vraiment, le stress, etc., peut, voilà. Et la mauvaise gestion de nos émotions, et puis il y a même on peut même aller plus loin dans des symboliques de la thyroïde, qui est notre rapport au temps. Et j'aime bien dire, bah, finalement, votre thyroïde, là, elle est en train de vous dire qu'il faut peut-être ralentir dans votre vie. Vu que la deuxième cause, grosse cause après l'auto-immunité, c'est les problèmes de stress chronique, fatigue chronique, qui mhm, conduisent à des épuisements de la thyroïde, enfin en tout cas un ralentissement plus qu'un épuisement de la thyroïde, un ralentissement de la thyroïde. Mais parce que, en fait, à un moment donné, on a peut-être trop poussé et trop donné. Et donc, on revient à chaque fois à la notion de la maladie nous invite à re-questionner certaines choses
dans notre vie. des Ouais, ouais. des fonctionnements qu'on a, qu'il faut peut-être améliorer, corriger, quoi. Oui, c'est C'est le une corps alerte. qui exprime. Ouais, c'est une alerte, ouais, Mm. c'est ça. Mm. Donc, bah, c'est super intéressant. En tout cas, moi, j'ai hâte Ouais. d'y être. Merci beaucoup. Moi aussi. Mm. Donc, on se retrouve le 20 janvier à 19h30 Mm. pour une masterclass sur l'approche fonctionnelle des troubles thyroïdiens. Merci beaucoup. Yes. Tina. Mais de rien. Et puis, bah, ça va être passionnant, vous allez voir. Ah, ça, j'en doute pas. Merci Mm. infiniment. À bientôt. À bientôt.